Et boum! Bienvenue les gars au Shaker Show, le premier podcast court et efficace qui vous parle de toute l'actualité du CrossFit et de l'entraînement fonctionnel en général. Pour vous accueillir ce soir, un duo de choc, le même que d'habitude. Moi c'est Élie Margerin, j'ai la chance d'être coach de CrossFit dans les salles de CrossFit Louvre et je suis accompagné par un de mes acolytes qui s'appelle Gauthier, et j'ai aussi la chance d'être coach à CrossFit Louvre avec Élie. Grande nouveauté, le podcast de ce soir est sponsorisé par FitAid et je le prouve. Oh là là, on n'aurait pas pu faire mieux, excellent. Glou, 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 glou. Exactement, on va faire un podcast d'ASMR finalement. C'est complètement faux, on n'est pas sponsorisé par FitAid, mais juste on trouve ça bon et puis faites l'expérience, si vous en buvez assez, vous allez faire pipi rose et ça franchement c'est vraiment marrant. Et vous récupérez bien mieux. Pour commencer, je tiens à dire que le numéro du podcast de ce soir est dédié à Ben. Ben, c'est un coach de CrossFit que j'ai eu la chance de rencontrer à CrossFit Bruxelles, une box dans laquelle j'avais pas mis les pieds depuis 2014, figure-toi Gauthier, parce que en 2014, je vais passer le bac moi. C'est parfait. En 2014, j'avais déjà raté mon bac, mais c'est ma période de vie de crossfitter où je pensais que j'étais un athlète. Et ça n'a pas duré longtemps, ça a duré 3 semaines. Et on l'a tout eu cette période. Écoute, je me rappelle très bien, j'ai fait ce qu'on appelait les Belgian Rodon. Après, j'ai fait un truc à Da Vinci. Après, je suis monté au Lowlands Rodon où j'ai fait dernier. Et ma carrière d'athlète s'est arrêtée là, tu vois, sur un bord de piste dans un stade intérieur couvert des Pays-Bas. En tout cas, quoi qu'il en soit, je suis retourné pour la première fois à CrossFit Bruxelles le week-end dernier. J'ai eu la chance d'y donner un super level 2 avec un garçon qui s'appelle Wesley Clous qui s'occupe des liaisons pour le Benelux pour CrossFit, et un des coachs qui s'appelle Ben, qui est un mec mortel qui vient de la moto, il aura beaucoup plu à David, nous a dit que notre podcast c'était l'un de ceux qu'il préférait écouter, donc nous savons qui tu es maintenant. Ouais, ça y est, on a trouvé enfin notre seul auditeur, donc ça fait super plaisir, merci à toi Ben. C'est donc toi, c'est toi l'unique auditeur. C'est toi qui nourris les statistiques de Spotify et qui nous fait toute notre SACEM du coup sur le podcast. On a donc 5 écoutes, on a Ben, on a la sœur de Gauthier et ma maman. C'est incroyable. Et en tout cas, voilà, merci du soutien. Les petits messages, ça nous fait plaisir. Et on va du coup embrayer aujourd'hui sur le sujet du jour. Yes, ouais, le sujet du jour, c'était un sujet. Depuis qu'on a réouvert les box, on s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'à la fin des WOD, on a des gens qui viennent nous voir en nous donnant leur score. Donc ça, c'est plutôt cool d'avoir les scores à la fin des WOD. Ça nous fait des tableaux remplis et c'est plutôt cool vu que c'est mesurable, observable, répétable. Mais les gens nous disent, oh, regarde mon score, j'ai mis 12,36. Mais j'ai pas fait le vrai WOD. Donc si, tu as fait le vrai WOD. Est-ce que le scaling, c'est ça notre question, c'est est-ce que le scaling c'est le vrai WOD et est-ce que le RX c'est le Saint Graal, la finalité de tout ça? Moi je m'attendais à du gros acting de la part de Gauthier lorsque tu as dit « Mais moi j'ai pas fait le vrai WOD !» Mais en tout cas ça pose une vraie question. Ok, est-ce que vous devez considérer lorsque vous avez fait un WOD et que vous n'avez pas respecté les charges RX que vous avez fait le vrai WOD? Et c'est à cette question qu'on va tenter de répondre ce soir. Ouais, c'est clair. Est-ce que déjà ça soulève la question de l'intensité relative? Est-ce qu'on a tous besoin de faire le même WOD déjà? Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la méthodologie CrossFit, ce qui fait que ça fonctionne, c'est pas tant les poids que vous allez être amené à lever ou le nombre de tours et de reps que vous allez être amené à effectuer pour un temps donné. Ce que vous devez comprendre, c'est que ce qui crée vraiment les résultats dans ce programme d'entraînement, c'est effectivement votre capacité à exprimer votre haute intensité, c'est-à-dire votre capacité à développer de la puissance, à dépasser des charges les plus lourdes possibles sur les distances les plus importantes possibles, et ça le plus rapidement possible. Cela étant dit, comme l'a dit Gauthier, l'intensité qu'on va chercher à exprimer à l'entraînement, elle n'est pas absolue, elle ne se réduit pas à cette formule de maths, elle est relative. Elle est relative à quoi, Gauthier? Oula, ça y est, il m'envoie dans des questions pièges. Elle est relative à nos capacités psychologiques et nos capacités physiques. Ok, David Le Nouvel, tu peux être fier de toi, il a été bien matrixé. Ça y est, je suis retombé sur mes pattes, excellent. Et du coup, quelle personne pourrait être à même de nous donner tout ça? Peut-être notre coach. Ouais, c'est l'entraîneur, c'est son métier principal d'essayer d'évaluer en temps réel quelles sont les limites physiques et psychologiques d'un athlète. Et donc, le premier élément de réponse que vous devez avoir, c'est de vous dire, ok, in fine, c'est pas la charge que vous manipulez ni le score que vous rentrez qui fait que vous avez fait le WOD, entre guillemets, de la bonne manière ou pas. Ok, ce qui compte, c'est est-ce que vous avez la sensation, le sentiment ou la certitude parfois mathématique que vous avez été proche de vos limites, ok, aussi bien physiques que psychologiques. Et c'est si vous avez été capable de faire ça que vous pouvez estimer que vous avez fait le WOD correctement. Parce qu'on dit toujours, notamment dans le cadre du level 1, que plus on va être capable de bouger proche de ses limites, plus en vérité on va bénéficier du programme. Ouais, et ça soulève aussi la question du stimuli, c'est un truc qui est super important au moment du brief.
vous avez logiquement quelqu'un à droite ou à gauche du tableau qui sera là pour vous dire aujourd'hui les copains, il va falloir aller vite, aujourd'hui il va falloir soulever lourd. Et si vous respectez ça tous les jours, logiquement, vous allez progresser et vous serez proche de l'intensité relative demandée. Ouais, donc ça du coup c'est un peu de biscuit pour les coachs, si jamais vous écoutez un petit peu ce podcast. Et lorsque vous faites un briefing de WOD, votre briefing ne peut pas se limiter à des données de type ok aujourd'hui si vous êtes RX vous devriez bouger telle charge, si vous êtes inter vous devriez bouger telle charge, si vous êtes scale vous devriez bouger telle charge. En vérité, il faut faire preuve d'un peu plus d'empathie que ça. C'est pour ça que c'est cool vraiment d'avoir fait les entraînements avec ces athlètes parce que vous pouvez vraiment pousser l'analyse et dire ok moi cet entraînement là je l'ai fait, je l'ai réussi à le faire avec certes la charge RX dans la fenêtre de temps qui était impartie et en gros je vous le dis si vous êtes à la bonne charge vous serez capable par exemple d'enchaîner les séries de 5 et puis sur tel exercice selon moi tant que vous faites peut-être qu'un break vous serez dans la stimulation qui est initialement recherchée et ça veut dire aussi que pour vous qui êtes entraîneur un maximum des WOD que vous posez sur le tableau, la seule recommandation qu'on peut vous faire, c'est quand même de les avoir expérimentés vous-même. Ouais, c'est clair. En tant qu'entraîneur, faire le WOD avant, ça prémage vachement le travail parce que ça nous permet de pouvoir donner les bonnes données aux athlètes. Bon, si vous coachez le WOD de 6h30, on vous pardonnera de ne pas avoir fait le WOD juste avant. Non, si tu fais le WOD de 6h30, frère, à 23h la veille, tu le fais, ou alors tu arrives à 4h du matin, tu le fais. Tu le fais à 23h avec l'homme du ménage. tu fais ce que tu as à faire. Et en plus, tu seras sec, tu n'auras même pas besoin de prendre une douche, donc c'est plutôt cool. Magnifique. Donc ouais, non, pour revenir là-dessus, c'est vrai que c'est super important de pouvoir faire l'entraînement avant pour pouvoir donner un avant-goût de l'entraînement de ce que les gens devraient ressentir. Et vous allez rassurer tout le monde en leur disant ça. Ok, si l'entraînement du jour, il y a des toast to bar peut-être et des sumo deadlift high pull, un grand hasard par exemple sur l'entraînement du jour, vous devriez dire ok, vous allez avoir mal aux abdos. Si tout le monde a eu mal aux abdos à la fin de l'entraînement, c'est cool, le stimulus a été respecté. Et là, je ne vais pas encore en digression, mais vous ne pouvez pas le voir, mais on vient de voir Manon, une de nos adhérentes qui vient de passer devant le champ. Et là, je peux vous le dire, le fait qu'on soit devenu des stars du podcast sur Internet, on a vu notre sex appeal augmenter direct auprès de Manon. Elle nous a regardé, elle avait des étoiles dans les yeux. Alors que les micros sont pas branchés, on fait semblant d'enregistrer en plus. En tout cas, j'espère que ça vous a détendu là-dessus. Comprenez un truc, si vous faites le WOD et que vous n'arrivez pas à toucher la charge qui est supposée être la charge RX, relaxez-vous, ok. Tant que vous avez été proche de vos limites, tant que vous êtes dans le stimulus qui est initialement recherché dans l'entraînement du jour, vous allez obtenir proportionnellement à vos aptitudes les mêmes bénéfices à l'entraînement que celui qui est toujours en train de faire les WOD en RX. Il y a une phrase également très célèbre dans le cadre du niveau 1, on dit toujours que les besoins d'un athlète vont différer par degré mais pas par genre. En gros, tant qu'on se tartine la gueule, on va avoir les bons résultats. Maintenant Gauthier, j'ai une question pour toi, on peut retourner ce truc là. Est-ce que le mec qui est toujours en train de prendre la charge en RX, est-ce que lui il fait nécessairement le WOD tel qu'il est conçu ? Peut-être pas forcément, parce que, admettons, le WOD, si grand hasard, c'est Isabelle le WOD. Bon, peut-être que je serais capable de soulever cette charge, cette sens du snatch que j'ai pas encore comprise, mais il paraît qu'il y en a qui arrivent à faire du snatch. Si j'arrive à faire mes 30 reps à 60 kg et que je les fais en 15 minutes, ok, j'aurais fait Isabelle. Mais est-ce que j'aurais vraiment rempli ma mission de faire Isabelle dans les temps demandés ? Pas sûr, parce que si le WOD de demain il fait 15 minutes et que je passe ma semaine à faire des WOD de 15 minutes, peut-être que j'aurais pas suivi la bonne marche à suivre. Ce qu'on veut vous dire par là, c'est que vous ne devez pas croire que le fait de toucher toujours la barre avec le poids entre guillemets affiché comme étant RX, c'est le chemin vers le succès. En vérité, vous devez creuser en tant qu'athlète beaucoup plus profondément ce qu'est la stimulation du WOD ce jour-là, et notamment quelle est sa durée hypothétique. Vous allez voir que très souvent dans les programmations, on va vous indiquer 2 données. La première donnée, c'est ce qu'on appelle le cap time, et toujours marqué sur le tableau, c'est le temps limite qu'on va s'accorder pour donner le WOD. Cette donnée-là n'a aucune espèce d'importance et vous devez vous la sortir de la tête le plus possible, parce que finir un WOD en dessous du cap time, c'est pas un succès. Croire que le cap time c'est la cible, c'est un raisonnement erroné. La donnée qui compte, la donnée qui est importante, c'est ce qu'on appelle la target. Et la target, cette fois-ci, c'est le coach en règle générale qui va vous la donner, c'est une fourchette de temps. Donc par exemple, un Fran, on va estimer que c'est une target qui va être comprise entre 3 et 5 minutes pour estimer que c'est un bon score. Bien sûr, on autorisera les athlètes à glisser peut-être à 5,30, 6 minutes, voire parfois légèrement plus en fonction de son cours. Bien sûr, on va avoir des extraterrestres qui vont être capables de faire moins de 2,30, mais le WOD, dans sa conception, est fait pour être fait environ en 3 à 5 minutes. Et ça, c'est hyper important parce que ça veut dire, comme l'a dit Gauthier, que si vous pensez qu'il n'y a que la charge qui compte, non seulement vous allez vous trouer, mais en plus, vous n'allez pas forcément être dans la durée d'effort qui est recherchée. Mais en plus de ça, c'est ce qui devrait aussi vous guider pour dire, Isabelle, si on prend ce WOD-là, Isabelle, c'est un WOD lorsqu'il est fait en RX par des athlètes qui sont capables de le faire comme ça. Bon, je ne vais pas parler des extraterrestres, mais un Isabelle, ça peut être fait en 2 minutes 30 à 3 minutes 30 sans trop de soucis. Donc ça veut dire que votre préoccupation, c'est de vous dire, d'accord,
quelle charge je peux manipuler pour avoir un chrono qui va être, disons, aller entre 3 et 5 minutes. Et puis on peut creuser encore plus loin. Si vous ne savez pas de quelle charge il s'agit, quelle charge je pourrais peut-être manipuler 10 fois sur une première série pour ensuite tenter de survivre et faire 4 séries de 5 dans un temps pas trop étiré. Et là, vous allez commencer à comprendre comment est-ce que vous pouvez faire le WOD tel qu'il a été conçu au départ. Et finalement, peut-être que faire le WOD RX, c'est pas respecter une charge, mais c'est respecter l'intention originelle du coach qui a programmé. Et peut-être que votre entraîneur, ou si vous êtes athlète ou si vous êtes coach, vous vous connaissez entre vous, vous avez une relation de confiance tous les deux. Peut-être que ça fait longtemps que vous vous entraînez ensemble et peut-être qu'un jour l'entraîneur, pour le cas de Isabelle, va vous dire ok, aujourd'hui toi tu es capable de soulever 60 kg, mais est-ce que tu es capable de respecter l'intensité? Non, peut-être pas. Aujourd'hui je fais un pas vers toi. Tu gardes la charge et tu me feras 15 reps. Et là tu feras 15 reps en 3 minutes. Donc tu auras respecté le stimulus et tu auras travaillé ta force. En fait, c'est vraiment un partenariat là-dessus qui se construit sur le long terme. Le scaling, ce ne sera pas que baisser la charge sur Isabelle, ce sera peut-être pour un athlète qui manque de force, lui dire ok, aujourd'hui toi tu feras ça, et ce sera d'autant plus cool pour lui, je pense. Ouais, c'est certain. Et puis en plus, à un moment donné, on va pas se mentir, hein, je vais vous dire, si vous voulez un jour être capable de faire Isabelle à 60 kg dans un temps qui est un temps RX, il y a quand même un moment donné, il va falloir essayer de snatcher des barres à 60 kg et si possible relativement vite. Donc il y a plein d'autres méthodes qui sont possibles, hein. On fait toujours attention à ce qu'on appelle le progressive scaling, ce qui consiste à descendre en charge de manière trop progressive et ce qui peut amener les muscles à saturation. Mais on pourrait aussi imaginer un scénario dans lequel on se dit ok, aujourd'hui tu vas commencer à 60 kg, j'aimerais que sur les 2 premières minutes, tu arrives à me faire entre 10 et 15 reps, puis ensuite arrivé à ça, on va décharger à 40 et le reliquat de reps qui sera restant, tu me le feras avec une barre plus légère. Ça, c'est aussi des scénarios que vous pouvez inventer. Pourquoi ? Parce que malgré tout, pour vous adapter, vous devez aussi parfois faire face à du skill ou à une stimulation sous la contrainte qui est liée à l'intensité. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous savez faire des double under ou par exemple des muscle up lorsque vous êtes tout frais, etc., avant le WOD et compagnie, et que vous n'êtes jamais confronté au fait d'accomplir ces skills dans le temps du WOD, et malheureusement, vous n'arriverez jamais à progresser. Donc, et ce que dit Gauthier est complètement vrai, mais à un moment donné, c'est aussi le rôle de l'entraîneur. Il faut comprendre quand est-ce qu'on vous expose un petit peu au feu et quand est-ce qu'on vous en extirpe. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. C'est vrai que j'ai été pas mal confronté à ça sur par exemple les double under ou les muscle up. C'est quand même des mouvements qui sont, une fois qu'on les a appris, il y a toujours cette zone noire entre l'affaire en skill et l'affaire en WOD. C'est toujours un moment qui est super compliqué, enfin, on pourra revenir un peu là-dessus. Mais sur l'intensité relative, du coup on en parlait là pas mal pendant le podcast, ça peut être aussi valable d'un jour à l'autre pour un athlète. Okay, peut-être que des fois on a un peu chargé du boulot, peut-être qu'on a des enfants et qu'on a mal dormi la nuit. Donc l'intensité relative, c'est pas que selon vos capacités, ça peut aussi selon votre fatigue psychologique par exemple. Là, vous voyez, par exemple, ça fait 12 minutes que je parle avec Gauthier et franchement, c'est une épreuve. mais c'est vrai, ce que je veux dire. Ça va faire bondir par rapport au fait que tu parlais de skill. En fait, tu parlais de skill. C'est vrai que certains entraînements qui sont conçus avec des mouvements complexes, par exemple, et on va leur dire ok, on va devoir bosser sur une haute intensité aujourd'hui. Si votre athlète il est crevé, c'est pas un non-sens de lui dire aujourd'hui on va essayer d'améliorer tout ça, on va bouger un peu moins vite que ce que tu pouvais bouger actuellement, mais c'est cool, on est content de t'avoir avec nous et tu t'auras fait le job quand même. Ouais, complètement. Et puis surtout, je pense que les athlètes, tu sais, là par exemple, je vois que t'as ton bracelet Whoop. Ce podcast n'est pas sponsorisé par Whoop. Dommage. Sans ça, je ne saurais même pas en quel état physique je suis là. Il me dit que je suis pas fatigué, je ne suis pas fatigué. Mais ce que je veux dire par là, c'est que parfois les athlètes, c'est très facile, ou même pour vous dans votre pratique, ou peut-être vous si vous êtes coach, de vous retrouver dans des situations où quelque part l'athlète va culpabiliser de ne pas avoir fini dans le time cap, de ne pas avoir touché la bonne charge, de ne pas avoir réussi à faire tel truc ou tel truc. Il faut sortir le plus vite possible de ce type d'état d'esprit. Au contraire, il faut se focaliser sur les réussites. Réussite numéro 1 de la part de tous les athlètes qui sont dans votre WOD, ils ont fait le putain de déplacement de venir s'entraîner. Donc là, c'est la première chose. Ça, c'est clair, on le voit. Ça, maintenant qu'on a rouvert les salles, on a beaucoup de gens qui sont intéressés pour venir découvrir ce qu'on fait. Et rappelez-vous, en tant qu'entraîneur ou en tant que pratiquant, la première fois que vous avez mis les pieds devant le tableau avec que des mots incompréhensibles au tableau, des mecs avec des tatouages sur le bras, certains même des bandeaux, certains même les deux, il y en a même avec des no-boules, ça fait super peur. Et donc du coup, lorsque vous êtes face à un athlète, même s'il est moins en forme que d'habitude, il est hors de question de tenir auprès de lui un discours culpabilisant, ni même de, entre guillemets, lui faire croire qu'il est dans l'échec. En vérité, chaque rep qu'il a fait, là je viens de rentrer dans le WOD par exemple de 19h, j'ai vu un de mes adhérents que je salue au passage qui s'appelle André. Du coup, je salue aussi Jarold qui va jamais écouter ce podcast parce qu'il vit au Japon maintenant où il est boulanger et c'est une vraie histoire. Ok, mais en tout cas, il était sur le côté et il avait un coup de moins bien, cet athlète-là. Je veux dire, on s'en fout. Moi, tout ce que j'ai vu, c'est que pendant 6 minutes, il n'avait pas de coup de moins bien et qu'il a commencé à bouger. Et que ce mec-là, avant, pendant X années de sa vie, avant d'être ici, de s'inscrire il y a quelques semaines, il faisait zéro sport.
Donc en plus de ça, il a eu les tripes de se remettre en place et de continuer quand même jusqu'à la fin du WOD. En tout cas, tout ça pour vous dire une nouvelle fois, pas de souci sur l'intensité relative. Effectivement, comme dit Gauthier, c'est une donnée qui est très variable dans le temps en fonction de plein de facteurs. Mais tant que vous avez le sentiment que vous êtes proche de vos limites, c'est que vous êtes dans le vrai. Ouais, et puis surtout, ce qui est vraiment cool au CrossFit, c'est que l'approche de vos limites, il y a toujours un berger qui est là autour de vous pour vous dire, pour vous ralentir, pour vous faire accélérer. Donc c'est quand même une formule qui est vachement intéressante. C'est qu'on est là où vos entraîneurs sont là pour vous maintenir en sécurité. Vous n'avez qu'à pratiquer du mieux que vous pouvez. Et il y aura toujours quelqu'un pour régler le thermostat si vous vous rapprochez trop du feu. Et ça d'ailleurs, c'est aussi l'autre truc qui est intéressant pour tous les athlètes qui disent ouais, j'ai pas fait vraiment le vrai WOD parce que je l'ai pas fait en RX. Il y a très très forte chance que ce soit faux si vous avez la chance d'être dans une salle affiliée dans laquelle vous êtes bien encadré. Je m'explique. Si c'est vous qui choisissez vos options d'adaptation, et ben peut-être que parfois vous ne faites pas les choix les plus pertinents et donc du coup peut-être que vous ne faites pas le vrai WOD. Que ce soit parce que vous avez pris trop léger et que vous vous rendez compte a posteriori que du coup vous êtes rendu la vie un peu trop facile, ou alors au contraire que ce soit parce que vous ayez écouté que votre ego, vous avez mis trop lourd et donc du coup vous avez troué le cap time vous n'avez pas réussi à atteindre l'intensité qui a été recherchée. Maintenant, si vous avez la chance d'avoir un bon entraîneur, en vérité, c'est lui qui devrait choisir pour vous de manière quasiment individualisée vos options d'adaptation pour vous permettre d'atteindre la véritable intensité. Et du coup, je vais reprendre une phrase que j'ai entendue au Level 2 ce week-end qui était donnée par mon collègue qui est Wes, qui était absolument mortelle. Il disait « Moi, je suis entraîneur de groupe, c'est ça que je sais faire, des groupes coachés. Mais je ne suis pas seulement un entraîneur de groupe coaché. D'un autre côté, je fais aussi de l'entraînement en one-to-one. Mais je ne suis pas un personal trainer. » En vérité, le métier d'un entraîneur de CrossFit, et du coup notre métier à tous, c'est d'être un entraîneur de groupe coaché, mais dans lequel chacun des individus, chacun des athlètes va recevoir une attention qui est personnelle. Et du coup, c'est ça notre jeu. Quand on coach, on a nos athlètes qui sont là, on va leur faire vivre à tous le vrai WOD, dans le sens où le vrai WOD, c'est pas une question de charge, mais c'est une question de stimulus. Et pour les amener au bon stimulus, on va individualiser les options d'adaptation pour chacun d'entre eux. Et c'est comme ça qu'on va faire le match. Et c'est aussi la magie de notre méthodologie, parce que c'est vrai que là on a la chance d'avoir quand même beaucoup de gens qui suivent nos initiations, et quand on leur fait faire un AMRAP, ou même dans les WOD, il y en a certains quand on leur fait remarquer que, regarde, est-ce qu'il y en a quelqu'un qui a fait le même WOD que toi à côté? Ah bah non, il a adapté différemment que moi, il a fait moins de reps, il avait plus lourd, il a fait différemment. Et pourtant il a mis combien de temps? Ah bah quasiment comme moi. Et il a fait combien de tours sur l'AMRAP? 6 comme moi. Et du coup c'est vraiment cool, ça rassure tout le monde de se dire on est rentré dans la même chose, on a vécu la même chose, mais à des degrés différents, peut-être d'intensité autour d'eux, mais relativement on a vécu la même intensité. Et ça c'est vraiment cool dans cette méthode. Ouais, c'est aussi ce qui nous permet de vivre des moments un peu de cohésion et de communauté dans lesquels tout le monde s'entraîne ensemble, tout le monde transpire ensemble. Je vous ai parlé d'André, dans la même séance, je me suis moqué un petit peu d'elle, mais il était à côté de Manon, qui était à côté d'un autre athlète qui est là depuis longtemps. Voilà, on adapte, tout le monde ferait le vrai WOD parce que tout le monde s'entraîne ensemble, tout le monde se prend une bonne petite cartouche d'intensité, et voilà, et c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on progresse, sans se regarder le nombril, sans en même temps regarder que son voisin. Non, on partage un moment ensemble et ça qui est beau. Et avec tout ça, la suite de tout ça, ce serait vraiment l'improvement, l'augmentation des capacités tous les jours et à chaque fois de monter d'1%, d'augmenter d'1% ce qu'on est capable de faire. Arrêter de chercher à aller trop vite d'un coup. Nous, on est là aussi en tant qu'entraîneur pour éduquer un tout petit peu. Éduquer, c'est un bien grand mot. Mais en tout cas, dire aux gens que, on a le temps. Et des entraînements, il y en a 5, 6 peut-être par semaine, mais entre 3 et 5 en tout cas. Et des semaines, il y en a 52. Donc on a largement le temps d'augmenter d'1%. Si une personne a compris comment faire le début d'un keeping sur une pull-up et qui fait le WOD dans le jumping, cette victoire-là, il faut la célébrer. C'est pas quelque chose qu'il faut passer à côté, en tout cas. Voilà, et à l'inverse, toujours pareil, quand vous allez vous entraîner, vous ne laissez pas rentrer dans une routine où à chaque fois qu'il y a des tractions qui vont être amenées, vous êtes focalisé sur votre keep. Ou vous, si vous êtes entraîneur, chaque fois que vous avez donné les pull-ups, pensez pas que votre job, c'est toujours d'enseigner le keep. Parfois, votre job, ce sera pour certains de vos athlètes, voire même pour tous, de travailler sur des mouvements de tirage strict, de travailler peut-être sur du travail en excentrique, etc. pour augmenter la force ou entre guillemets la robustesse des tendons, bref, peu importe. Mais en tout cas, voilà, c'est un jeu sans fin auquel on joue. Il a complètement raison Gauthier là-dessus. On se stimule, on essaie de progresser, on va se stimuler de manière différente pour obtenir des adaptations dans des zones différentes et c'est vraiment comme ça que vous allez progresser. Donc la prochaine fois que vous vous demandez est-ce que vous avez vraiment fait le vrai WOD, franchement mettez-vous une bonne teutarde derrière la tête parce que dites-vous bien que tant que vous avez joué le jeu, vous avez écouté le coach, que vous avez tenté de relever un défi et que vous êtes livré, et bah oui, vous avez fait le vrai WOD et que tout le reste, le chrono, le score, le poids qu'il y avait sur la barre,
franchement, ça vaut peanuts. Ouais, c'est clair, exactement. Et du côté, de l'autre côté, du côté coach, quand vous adaptez pour quelqu'un, une phrase que j'aimais bien que nous a dit Raph au level 2, c'est que demandez à la personne ce qu'elle a fait la dernière fois et changez-lui. Ok, et si par exemple, Eli, il passe pas encore les pull-ups, il a fait que des jumping pull-ups depuis 3 mois. Donnez-lui des dumbbells. Faites-lui faire des ring rows. Faites-lui faire peut-être, de temps en temps, ça peut peut-être avoir du sens, des tractions avec un élastique. Mais en tout cas, varier les stimulations pour faire progresser les gens. Ça, c'est encore un grand débat qu'on a. Oui, mais si je fais des jumping pull-ups, j'arriverai jamais à savoir faire des vrais pull-ups comme tout le monde. C'est pour ça que la place avant le vrai WOD, dans le skill, il y a de la place pour ça. Et peut-être pendant l'entraînement, vous pouvez individualiser ce que vous connaissez vos athlètes. Putain, si j'avais fait plus de jumping pull-up, j'aurais peut-être les mollets plus gros. Oh, les mollets. Non mais les mollets, c'est génétique. Faut arrêter d'en parler de ça. Ok les gars, eh ben écoutez, on espère que vous êtes bons sur cette conversation pour essayer de comprendre un petit peu ce que c'est que le vrai WOD ou pas. Vous savez qu'on a l'habitude de conclure un petit peu chacun de nos podcasts avec des petites ressources que vous pouvez éventuellement lire ou regarder. En règle générale, Gauthier, c'est plutôt un bon élève qui arrive avec pas du fait bon mes devoirs matos. cette semaine. Ah là 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 là. Rattrapage pour Gauthier. Ok. Non, Mais néanmoins, moi j'ai quand même une ressource pour vous si vous voulez un petit peu vous documenter. Et à nouveau, ça n'a rien à voir avec l'entraînement, ça n'a rien à voir avec le CrossFit à proprement parler. Non, mais si vous avez la chance d'avoir un abonnement Canal+, allez voir les dernières vidéos de Click. Mouloud Achour, il a fait des vidéos avec Oui, Jean-Claude Van Damme. exceptionnel. Elles sont fantastiques. Quand il raconte l'anecdote de Tagpo, Oh là là. c'était cool. C'était Mais vraiment vraiment, cool, c'était c'est à voir 1000 fois si vous voulez passer un bon moment, notamment si vous avez 30 ans et que vous avez grandi avec JCVD. Allez regarder ces interviews, elles sont vraiment chouettes, elles sont assez touchantes en plus de ça, et vous passerez vraiment un bon moment. Donc si vous cherchez à faire une récup passive, ok, après 2-3 WOD cette semaine, vous tapez clic sur Canal+, vous regardez ça, et dans le pire des cas sur YouTube, il y a 2-3 extraits des moments choisis qui sont très très bons, et je vous garantis que ouais, vous allez apprécier. Ah ouais, j'avais trouvé une recommandation là de derrière les fagots. Si vous comprenez un petit peu l'anglais, ça vaut le coup d'aller écouter le podcast de Coffee Pods and WOD avec Carl Stedman. Celui de cette semaine vraiment est très cool parce qu'il parle de plein de bonnes choses par rapport au CrossFit, et c'est un mec qui a donné 2-3 séminaires, qui connaît un peu le CrossFit. Et on est obligé de citer Carl Stedman dans chacun de nos podcasts aussi, donc c'est important de le faire. Fuck yeah, don't fuck it up, buddy. Allez, je donne pour vous dire au revoir, je vous donne la vraie devise de Carl Stedman, ok, donc Flowmaster au sein du séminaire staff, le premier Flowmaster d'Europe qui vit dans un petit village à côté d'Aberdeen en Écosse. Il dit toujours ce truc en anglais: the less you give a fuck, the happier you will be. Plus t'en as rien à foutre et plus tu vas être heureux. On se laisse là-dessus. Merci beaucoup les gars. À tout À bientôt. bientôt.